Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou. Figaro Radio. Quid brevi fortes, iaculamur aevo multa. Horace. Pourquoi, dans une période si courte, nous fixons-nous des buts si nombreux? Voilà. Enfin, à la louche, parce que j'ai ce concours général, dont sûrement auquel vous faites allusion, il a au moins 40 ans. Voilà. Même plus. 50. Non, parce que je me vois pas vieillir, donc c'est pour ça. je gagne toujours du temps. Bonjour Anne Méo, vous allez bien? Très bien. Eh bien, je suis assez impressionnée par par tout ce que vous avez gardé de cette langue pour laquelle, en effet, vous avez obtenu le concours général à l'âge de 15 ans. Oui, en seconde, on est en seconde. Oui, en seconde, version latine. Mais c'est déjà un couronnement. Est-ce que vous trouvez que dans nos vies si brèves, on met trop de choses? Non, je pense que c'est parce que la vie est brève qu'il faut la remplir et que donc il faut faire un maximum, relever un maximum de défis, bâtir un maximum de choses, aider un maximum de gens et avoir beaucoup de buts. Moi, ce que je trouve le plus triste, c'est les vies où il ne se passe rien. De tous ces buts, parce que c'est ça, oui, et des défis. Multa. Et des défis. Des défis. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui, à la fin d'une journée, quand on a comme vous une agence qui gère 120 clients, qui tous ont besoin, un peu plus de 120 clients, qui ont tous besoin de conseils ajustés, stratégiques, ponctuellement irremplaçables. Comment est-ce que dans une fin de journée d'Anne Méo, il y a la possibilité de mettre encore des choses douces et pour sa propre vie? Je pense que déjà, moi, j'ai démarré en politique. Quand j'ai monté ma boîte, mon premier bonheur a été de choisir les gens avec qui je travaille. L'équilibre. Oui, l'équilibre. Il faut marcher sur les deux jambes, comme disait le président Mao, qui n'est pourtant pas ma référence essentielle. Non, d'ailleurs, on va voir que ça ne l'est pas du tout, puisque je vais vous présenter rapidement Anne Méo. Lorsque vous étiez donc lycéenne, vous avez été cette lauréate du concours général de version latine. Et puis à 16 ans, une fois votre baccalauréat en poche, vous vous êtes jetée en politique. Ce qui vous anime, c'est Et à Sciences Po. Alors, vous rentrez rue Saint-Guillaume juste après le bac, et puis vous prenez un peu, à ce moment-là, contact avec la vie politique. J'avais pris contact avant, parce que moi j'ai monté un comité anti-grève à 14 ans dans mon lycée en mai 68. Et mon lycée était place Clichy, donc c'était assez chaud, voilà. Après Sciences Po que vous faites juste après votre bac, vous poursuivez par une maîtrise de droit. Puis, à 21 ans, vous rejoignez l'Élysée, où Valéry Giscard d'Estaing est président. Vous travaillez à son service de presse, c'est un baptême du feu. J'imagine vos yeux de jeune fille ébahie devant ce ballet de courtisans, cet Élysée qui, à l'époque, était dans ses grandes heures. Alors, moi, j'ai une chance, c'est que je pense que j'ai des parents qui m'ont donné des bases assez solides, même si après les choses ont un peu explosé. Et on m'a toujours appris que les gens valaient par leur qualité intrinsèque et pas par l'apparence. Donc l'Élysée, ça m'a pas... fasciné? Non, pas du tout. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que j'ai travaillé... Parce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, les cabinets ministériels et la vie politique étaient peuplés de gens d'une grande intelligence. Ensuite, 80 a lieu, j'imagine que pour vous, on va en parler, ça a été un grand coup près qui est tombé. Puis vous êtes moi, ça m'a appris une chose jeune, il y avait d'autres choses qui me l'avaient un peu apprise, mais c'est que les mêmes qui vous disaient mais il est formidable, on lui a conseillé ça, pouf, il perd, ils vous disent j'ai toujours dit qu'il était nul, etc. Et il y a une valeur qui pour moi est très importante dans la vie, il y en a deux, c'est le courage et la fidélité. Et c'est pas forcément les valeurs les plus répandues... en politique? Oui, dans les élites en général, souvent, oui. Donc vous avez toujours fait des choix consistants pour vous et pour la fécondité qu'ils avaient. J'ai essayé qu'ils soient cohérents. Oui. Voilà. Donc 88, vous montez Image 7, ça fait 34 ans. On va en parler ensemble et on va mieux vous connaître maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Anne Méo. Et puis, merci de m'avoir invité. Je vous propose que nous allions nous asseoir. Oui, et cette fois-ci, c'est moi qui prends la main. Suivez-moi. Voilà. Anne Méo, vous êtes bien installée? Très bien. Quand on parle de vous dans la presse, on voit ressurgir toujours le même terme,
papesse de la communication, prêtresse. Ah oui, ça vous énerve. Ah oui, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas méchant. Mais comment vous expliquez tout ça? Je ne me l'explique pas. C'est le champ lexical de Je catholique, je ne comprends religieux, pas. comme si vous aviez des pouvoirs surnaturels. Oui, que je n'ai pas. Non, parce que je pense qu'il y a des mythes sur la communication. Pour moi, la communication, c'est beaucoup de travail, c'est essayer de comprendre où un chef d'entreprise veut emmener son entreprise, les enjeux, l'environnement autour et la psychologie des gens et l'ADN d'une boîte. À partir de là, nous, on essaie de bâtir des stratégies de communication qui aident nos clients à aller là où ils veulent aller. Mais on n'est pas des magiciens. Et ça repose énormément sur les épaules d'un chef. Vos clients, enfin, je veux dire, c'est vraiment les têtes de l'entreprise qui souvent... Ça dépend complètement. Moi, je pense que la communication personnelle du chef d'entreprise est un instrument, parce que d'abord les journalistes veulent ça, mais qu'il faut gérer ça avec parcimonie. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé de s'agiter, de trop parler non plus. Et qu'une vraie communication peut être incarnée par les messages d'une entreprise, par d'autres personnes, par la participation à des événements, par des sponsorings, des mécénats, des actions, pas forcément par la communication personnelle. Et alors justement... C'est un des éléments. Et voilà. Il y avait un dogme il y a 10-15 ans que j'entendais beaucoup, qu'il fallait toujours en communication de crise prendre vraiment la parole, tenir un discours, nourrir un peu cet ogre qui est les médias. Est-ce que justement les réseaux sociaux et cette espèce d'ogre numérique a changé la donne et maintenant il faut mieux garder le silence? Alors, je dirais que plutôt les réseaux sociaux font que maintenant tout le monde a un avis sur tout. Donc, n'importe quelle crise est analysée par des gens, en général qui n'y connaissent rien et qui ont forcément un avis docte sur la chose. Bon. Donc, on est obligé de parler vite. La seule chose, c'est que souvent, quand il y a une crise, les dirigeants eux-mêmes ne savent pas si, par définition, s'il y a crise, c'est qu'ils ne savent pas regarder la Société Générale, ce qui était arrivé à Daniel Bouton. Ils ne savaient pas qu'il y avait Kerviel qui magouillait dans son coin, etc. Ils découvrent en même temps. Donc ils le découvrent en même temps. Donc avant de répondre, il faut faire une analyse et comprendre. Et vous diriez que dans ces cas-là, l'opinion publique a besoin d'un capitaine, de quelqu'un qui quand même... Elle a besoin d'un porte-parole. D'un porte-parole, quelqu'un qui incarne une sorte d'axe de vision. Surtout les médias, parce que c'est la seule façon d'avoir un message que vous portez. Donc il faut quelqu'un qui le porte. Il porte la parole. Ce n'est pas forcément le président, mais il faut quelqu'un qui porte la parole, oui. Alors justement, ma première question, c'était sur ces termes qui reviennent d'article en article, comme on dit aussi la reine des abeilles, Anne Méot, reine des abeilles, papesse, prêtresse. Est-ce qu'il y a comme une paresse chez les journalistes ou quel est votre regard sur ce métier que nous exerçons? Alors, je vais dire un truc. Soyez vraiment franche. C'est pas pour me dire que. Je ne sais pas, mais si vous avez l'impression, je suis assez franche. Oui, oui. Non, je le crains d'ailleurs. D'abord, il y a, comme dans tous les métiers de tout, je dirais simplement que c'est peut-être la seule profession où il n'y a aucune sanction. Moi, si je suis mauvaise, je perds mes clients. Le journaliste peut écrire pas mal d'erreurs ou de grosses bêtises, et avant qu'une sanction de quelque ordre arrive, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dirais que vous êtes moins soumis à une forme de... Le contrôle ne voulant pas dire, ne me faites pas dire ce que je veux. Non, je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Vous voulez dire que comme il y a une forme d'impunité, quelque chose dans la responsabilité journalistique n'est pas vraiment endossé. Exactement. Le journaliste, il écrit et il se dit, ça va passer, on nous dira s'il y a une erreur. À partir de là, oui, on revient à moi, mon dada, c'est le travail. Donc je pense que tout irait mieux si tout le monde travaillait plus. Je faisais allusion à cet épisode de Carlos Ghosn dont vous vous occupez de la communication au moment de la fuite rocambolesque du Japon. Et on a beaucoup dit que sans passer par vous, en fait, on n'avait aucune chance de lui parler au lendemain. Tout bêtement parce qu'il parlait à personne. Oui. C'est le propre. Quand il y a une crise, vous avez forcément quelqu'un qui enfin, je veux dire, ça, c'est pas lié à moi. C'est le fait que quand il y a une crise, vous avez quelqu'un qui est le réceptacle des demandes. Et dans votre carrière, est-ce que c'est un épisode marquant ou c'est un parmi tant d'autres? Non, il y a des choses. D'abord, je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est le seul client que j'ai eu qui est fait de la prison. Enfin, il s'est retrouvé, cet homme s'est quand même retrouvé en prison au Japon dans des conditions extrêmement dures.
il est passé du statut de super PDG, et à l'époque, moi, j'avais aucune sympathie pour lui, je ne le connaissais pas. Et on retrouve donc en prison du jour au lendemain, lui-même ne comprenant pas pourquoi, et quand même dans un traquenard. Bon, parce et c'est sa femme, Carole, qui vous... moi, j'ai rencontré sa femme et j'ai sympathisé avec sa femme. Et c'est par sa femme, oui, que j'ai commencé. Et j'ai beaucoup d'affection et de respect pour Carole. Et maintenant, je connais bien Carlos, que j'apprécie beaucoup aussi. Mais j'ai vu peut-être ce que on voit en politique quand les... Vous savez, c'est malheur aux vaincus quand un type perd et que tout le monde vous explique après que c'est qu'il le savait et qu'il l'avait vu. Et donc, c'était un homme... Mais la roche tarpéienne est proche du Capitole. Et ça, c'est un truc qu'il faut avoir constamment en tête. Et peut-être d'ailleurs que souvent, ces types-là l'oublient. Mais le rappel à l'ordre est d'une violence totale. Oui, c'est un épisode qui m'a marqué. Je me souviens, je rentrais de vacances, puisqu'il s'est échappé au moment du réveillon, vous vous rappelez. Et j'atterris et le téléphone sonne. J'étais encore dans l'avion et Carole me dit « Anne, je lui dis écoute, je suis dans l'avion, je te rappelle dans 3 minutes. » Et sur la passerelle, je la rappelle, je lui dis « J'entends un homme. » Donc je raccroche, je dis « Erreur » et le téléphone ressonne. C'était lui. Il me dit « C'est Carlos. » Et je dis « Mais vous êtes où ?» Il me dit « Au Liban. » Et je lui dis, je me souviens d'ailleurs, je lui dis, mais c'est le gouvernement qui vous a aidé à sortir. Et là, il éclate de rire, il me dit, sûrement pas. Donc je comprends. Et il me dit, C'était la voie de la victoire, la voie de quelqu'un qui avait trouvé... Oh, la victoire, c'est pas la voie de la victoire, c'était la voie du bonheur. De la libération. Du bonheur, voilà. Avec le recul de ces 40 années depuis l'échec de Valéry Giscard d'Estaing en 1980, ne diriez-vous pas, Anne Méot, que la communication politique a tué la politique? Je pense que oui. C'est-à-dire que la communication, pour ça que j'aime pas les termes prêtresse. Moi, je suis, pour les gens avec qui je travaille, je suis une partenaire. Voilà. Je suis pas une prêtresse, je suis une partenaire. Et j'essaie de leur apporter un savoir-faire dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas forcément, des codes qu'ils n'ont pas forcément et des réseaux qu'ils n'ont pas forcément. Mais je suis une partenaire. Je ne suis pas un oracle. Et en communication politique, si vous voulez, le problème, c'est que les hommes politiques ont fini par se dire « Qu'est-ce que je dis pour faire plaisir à ce qu'on attend de moi, à l'opinion publique ». Voilà. Moi, je me souviens d'un homme politique dont je tairai le nom et qui m'avait dit, à l'époque, il y avait Anne Sinclair qui avait une 7 sur 7, je crois, ça s'appelait. Le dimanche soir, l'émission, la grande émission qui faisait les rois. Voilà, et qui m'avait dit, il faut que je dise ça pour passer chez Anne Sinclair. Et ça, c'est terrible, parce que c'est la fin de l'authenticité, en fait. Et c'est ce que les gens comprennent très bien. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont détournés des hommes politiques, parce qu'on ne travaille plus assez, il n'y a plus assez de conviction. Je pense qu'en plus, il y a moins de gens de qualité qu'avant, parce que c'est terrible d'être un homme politique. Hein. Votre vie est passée au crible, vous ne pouvez pas aller déjeuner avec quelqu'un, ça se sait tout de suite, vous ne pouvez pas avoir la moindre maison quelque part, c'est une affaire d'État. Enfin, j'allais dire, ce sont des existences pas forcément enviables, contrairement à ce qu'on croit. Qu'est-ce que vous diriez sur ces hommes politiques? Une fois qu'ils sont authentiques et qu'ils ont des convictions, il est possible que le système les avale parfaitement et qu'ils n'émergent jamais? Non, c'est pas ça. C'est que je pense que... Moi, je suis d'une génération, on avait un combat, on était anti-marxiste. Bon. Et il y a eu la chute du mur, qui a... enfin, pour votre génération... Mais moi, je me souviens encore de Yves Montand et Signoret qui vous expliquaient que c'était beaucoup mieux à l'Est. Enfin, il faut voir ce qu'était l'intelligentsia parisienne et le nombre d'âneries proférées, etc. Bon, le mur est tombé et ce combat-là est passé. Il a été gagné. Et il a été gagné. Et je pense que pour que se mobilisent les gens et qu'il y ait des révoltes, il faut des combats. Je crois que là, il y a à nouveau une génération qui se repassionne pour la politique. Ah, et vous... Moi, je ne suis pas désespérée. Je pense qu'on va voir émerger des gens. Et je pense que quand il y a quelqu'un de vraiment bon qui émerge, il gagne. Après, il y a des codes. Mais on est là pour les aider à connaître les codes. Effectivement, il y a des codes dans tous les métiers. Et vous, dans votre métier, il y a des codes. Mais vous n'avez pas renoncé à la communication politique. Vous avez non, 120 je ne m'intéresse pas à la communication politique. Je me passionne toujours pour la politique, ce qui n'est pas la même chose.
Anne Méot, qu'est-ce qui vous rend nostalgique de la France d'avant? L'école. Parce que je pense que le drame actuellement, c'est que l'ascenseur social s'est bloqué. Et je pense que quand on avait une école où les professeurs enseignaient, où le niveau culturel était de bonne qualité, où on savait écrire, compter, enfin on donnait aux enfants les basiques, et où on avait des bons lycées, tout ça permettait un ascenseur social qui est indispensable à la santé d'une société. Quelle est votre technique pour écarter le stress chez vos clients? Ah, chez mes clients, parce que chez moi, j'allais vous dire, c'est... Je respire et je me fais masser, je fais du yoga. Mais chez mes clients, la bienveillance peut-être. Et par moments, c'est ambivalent ce que je vous dis, mais les deux. C'est-à-dire qu'à la fois qu'ils sentent qu'ils ne sont pas jugés, mais qu'il y a une forme d'affection, et en même temps, une forme de, pas d'intransigeance, mais de leur montrer qu'on ne les laisse pas s'échapper dans le mensonge. Donc la franchise. Votre antidote au cynisme? La passion. Très bonne réponse. Qui craignez-vous, Anne Méot? Un juge d'instruction, un homme puissant blessé par votre franchise, un amoureux éconduit, le jugement dernier? Ah, je craindrais... Non, je ne crains pas grand-chose, pour être franche. Peut-être si on est dans le domaine plus terre-à-terre, les magouilles de Marlou, parce que ça m'est arrivé à une époque, qui essaient de créer des fausses rumeurs, etc. Mais ça se gère. Moi, j'ai un côté enfantin et je pense que la vérité triomphe toujours. C'est enfantin ou c'est moral? Un épisode à retirer de votre vie? Y en a-t-il un? Bah, j'espère que c'est beaucoup trop tôt pour en retirer un. À quelle occasion et pour combien de temps lâchez-vous votre téléphone portable? La nuit, quand je dors... Il est loin de vous? Ah oui. La nuit quand je dors, et puis... Non, mais je sais couper. Je sais couper, et moi je vous dirais à l'inverse qu'un téléphone portable peut être aussi, s'il est géré intelligemment, un instrument pour partir, un instrument de vacances et un instrument pour bouger, parce que ça vous relie à la crise s'il y en a une. Anne Méot, la boisson qui vous aide à passer une bonne soirée? Le champagne et un très bon Bourgogne. Quel défaut vous met hors de vous? La lâcheté, le cynisme. Oui, c'est de la lâcheté. Les gens qui ne regardent pas les choses en face. Quel conseil avez-vous donné à vos deux filles qui vont prendre votre suite à la tête d'Image 7? De bosser, et de douter, mais quand même de trancher. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il faut travailler, savoir qu'on ne sait rien et toujours essayer de comprendre mieux, et en même temps, on est obligé de choisir. Peut-être le plus difficile dans la vie, les choix. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous après votre mort? Que j'ai à peu près réussi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et donc que j'aurais réussi à assumer mes responsabilités et à redonner à suffisamment de gens une part des choses que j'ai reçues. Parce que j'ai été élevée comme ça, qui est plus on a de chance, plus on a de devoirs, et j'y crois profondément. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice, Anne Méot, et vous nous avez apporté un objet, puisque vous n'êtes pas très fétiche, j'ai l'impression. Vous n'avez pas beaucoup d'objets que vous aimez. Non, les objets ne m'intéressent pas, et d'ailleurs, ça n'est pas un objet, c'est un livre. Et un livre n'est pas un objet, parce qu'un objet n'a pas de vie. Un livre a une vie, et moi, dans la vie, ce qui me passionne, ce sont les gens, les idées et les livres, forcément. Alors celui-ci, Albert Camus. Oui, j'ai une passion pour Camus. Je pense que dans Camus, il y a tout. Il y a Noces l'été, qui est l'amour de la vie, le soleil sur la peau, et je n'aime pas les purs intellectuels qui passent à côté de tous les bonheurs de la vie. Et puis il y a le mythe de Sisyphe, qui est que la grandeur de l'homme, c'est de toujours pousser son rocher, même si on se le reprend, qui redescend, mais on le pousse, et au fond, on trouve Dieu ou une transcendance dans cet effort de l'homme qui s'élève. Et je trouve que c'est un très beau message. Mais c'est un paradoxe que vous soyez fasciné par ce mythe de Sisyphe, vous dont la vie n'est que soubresaut permanent. C'est pas soubresaut. Communication de crise à gérer. Ma vie n'est pas un soubresaut, ma vie est une ligne.
une ligne elle-même, mais elle est traversée en permanence. Mais la vie est traversée de soubresauts. Vous connaissez quelqu'un qui est pas... Et puis le mythe de Sisyphe, c'est pas particulièrement des soubresauts. Toute la vie, c'est quoi? C'est un effort pour bâtir des choses. Et en fait, on ne maîtrise rien. Oui. On maîtrise une partie des choses qu'il faut essayer de maîtriser. Et puis, il faut admettre l'absurde, l'irrationnel, avec ce que ça peut avoir aussi de magique. Et donc, je crois beaucoup au rationnel et à l'irrationnel, et on mélange les deux. Et il y a les deux dans Camus. Et avec l'expérience, vous sentez que vous avez une plus grande connaissance et une compréhension plus grande de ces mystères-là? Ou vous sentez que vous êtes un peu au même niveau de connaissance que quand vous avez 21 ans et que vous rentrez à l'Élysée? Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup évolué sur le truc, parce que là, ça pose le problème de la mort, de l'absurde, quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Je pense que les chefs d'entreprise sont souvent des gens obsédés par la mort. Ça rejoint votre citation très bien choisie, qui est qu'on se lance dans une multiplicité d'actions et d'activités. C'est un peu pour défier la mort. Et en même temps, on ne trouve pas... donc la seule chance, c'est la foi. Personnellement, je ne suis pas sûre de l'avoir. Je pense que je ne l'ai pas, mais j'adorerais l'avoir. Merci Anne Méot pour votre franchise. Je sens qu'on est vraiment très heureux de vous recevoir parce que vous avez décidé de nous ouvrir votre cœur. Je vous propose que nous allions jusqu'à notre divan. Donc je laisse Camus là. Oui, on laisse Camus là. Anne Méot, la pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. J'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur votre enfance et comment la femme que vous êtes est vraiment la digne héritière d'une histoire d'enfance, d'une histoire de famille. Vous avez votre bac à 16 ans, c'est déjà le signe d'une grande énergie, parce que vous avez 2 ans. Je pense déjà que j'ai des racines bretonnes et lorraines, ce qui est déjà le signe d'une sorte de pugnacité. Voilà. Je crois que mon père me disait « fais ce que doit, advienne que pourra », qui est une maxime régionale. Mais oui, donc je pense qu'il y a un atavisme un peu aussi. Et vous êtes un peu chouan? Du côté de maman, oui, on était... D'où peut-être mon goût, ma haine de la trahison et mon goût pour la fidélité voilà. La petite Anne Méot d'avant 16 ans, avant 14 ans, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle aspire à faire? Est-ce qu'elle veut prendre le pouvoir? Est-ce qu'elle veut réussir? Non, le pouvoir n'a jamais études? été mon problème. Moi, j'étais bonne élève, donc j'ai eu le prix d'excellence. Travailleuse? Oui, j'étais bosseuse. J'ai toujours été bosseuse. Le pouvoir ne m'intéresse pas. La liberté m'intéresse. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit il faut te donner les moyens d'être libre. Donc être libre, c'est ne pas dépendre, ce qui à l'époque était assez en avance, c'est ne pas dépendre d'un homme pour gagner sa vie, ne dépendre de personne. Et moi, je n'ai jamais dépendu de personne. Est-ce que vous n'êtes pas tenté parfois de jouer avec les fake news, vous qui savez si bien maîtriser tous les codes? Est-ce que parfois ça ne vous dites pas, allez, on va lancer une Je pense que c'est extrêmement dangereux. D'abord, je trouve ça extrêmement choquant moralement, peut-être vous faire rire, mais parce que les fake news, c'est le mensonge, c'est abîmer la réputation de quelqu'un. Je trouve ça très choquant. Et en plus, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est très dangereux. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je crois qu'au fond, la vérité finit toujours par sortir. Et je pense que quelqu'un qui a balancé une fake news et qui est pris la main dans le sac, il n'est pas bien. Et tant mieux. Parce que vous, un de vos maîtres mots, c'est assumer. Oui. Être capable d'assumer tout ce qu'on fait. Oui. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Oui. J'ai l'impression que c'est important. Oui, très. Je dis à mes clients, moi je ne vous demande pas, il faut juste que vous sachiez une chose, c'est vous devez être en mesure d'assumer ce que vous avez fait, ce que vous faites, etc. Quand ils hésitent sur des décisions, ils disent, c'est pas à moi de juger, mais après il faudra être capable de l'assumer, parce que tout se sait. On vit dans une société où le secret n'existe plus. On n'est pas obligé de tout dire, mais il faut être capable d'assumer si les choses se disent. Anne Méot, qui vous conseille, vous qui conseillez tout le monde? Au fond, les gens j'ai changé énormément, je vais vous faire sourire. Autrefois, j'ai changé beaucoup avec ma mère, maintenant j'échange beaucoup avec mes filles, et puis j'échange beaucoup avec
mes amis d'Image 7, où on est vraiment dans une intelligence collective et je fais comme les autres. Quand j'ai un dossier compliqué, je crée une petite réunion et on se voit à plusieurs et chacun y va de son point de vue, de son idée et on termine toujours en ayant un espèce de consensus sur une position. Sur une position. Et je crois profondément à l'intelligence collective. Et quand il n'y a pas de consensus, qui est rarissime, ben je sais prendre mes responsabilités et mes risques. Merci Anne Méo de nous avoir ouvert vraiment votre univers intérieur et bravo pour votre réussite. Merci d'être venu à cet entretien du Figaro Live. On vous dit à très bientôt. À bientôt.